Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Oser entreprendre quand on a entre 15 et 18 ans, ce n'est pas forcément évident, d'autant plus quand on vient de milieux défavorisés. Alors pour donner la chance à ces jeunes de mener à bien leur projet, l'ONG Banlieue School leur propose son soutien. On en parle dès le début de cette émission. Il est champion de France de mémorisation et à l'approche du bac, ses conseils sont forcément les bienvenus. Florian Manicardi nous donnera ses meilleurs conseils pour entraîner le cerveau. Enfin, on l'attendait. Guillaume Ouattara fait ses adieux à Kwakubé. Vous verrez qu'il y a une vie avant cette expression qu'utilisent les plus jeunes aujourd'hui. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec cette polémique née ces jours-ci à Toulouse. Des policiers ont demandé aux chefs d'établissement de compter le nombre d'élèves absents pour l'Aïd. Oui, y a-t-il eu fichage des élèves musulmans dans les écoles de Toulouse et de sa proche banlieue? C'est en tout cas les craintes d'un certain nombre de personnels de l'éducation nationale et d'associations, puisqu'une information de la Dépêche du Midi confirmée par l'AFP fait état d'un comptage qui a été demandé aux établissements scolaires sur le nombre d'élèves absents le jour de l'Aïd. Tout est parti d'un mail reçu par une centaine d'établissements scolaires de Toulouse et sa banlieue et qui provient des services de police. Voilà le mail. À la demande des services de renseignement et pour effectuer un bilan sur cette journée, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme le vendredi 21 avril lors de la fête de l'Aïd. Ça ne passe absolument pas du côté des personnels de l'éducation, du côté également de certaines associations. D'après la Dépêche, ce sont 2 policiers qui ont rédigé cette lettre et ils auraient agi conformément aux instructions du renseignement territorial sans informer le rectorat ni le directeur académique des services de l'éducation nationale. L'objectif, vous le savez, c'est bien de faire face aux problèmes autour de la laïcité qu'il y a à l'école. C'est en tout cas la vocation de ce comptage. Après avoir été contacté, le recteur de l'Académie de Toulouse nie de son côté toute implication de l'éducation nationale dans cette affaire. En aucun cas, nous ne menons des enquêtes de la sorte. Si quelqu'un a pris cette initiative, l'éducation nationale n'y est absolument pas associée. Une consigne de non-réponse a été envoyée aux écoles. Les syndicats, la Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme ont entre autres réagi avec véhémence. Mais alors, l'absentéisme pour raison religieuse, est-ce qu'il est autorisé à l'école? Oui, il est très encadré. En fait, il y a un calendrier qui est fourni par le ministère de l'Éducation nationale avec des dates religieuses, des dates clés pour les différentes religions. Et donc, s'ils préviennent l'établissement, ces élèves avaient tout à fait le droit de ne pas être présents le jour de l'Aïd. Et c'est bien ce qui pose problème aux syndicats et aux associations. Va-t-on enfin voir une généralisation du service national universel, le fameux SNU? Une nouvelle piste est envisagée par le gouvernement, celle d'un volontariat sur le temps scolaire. Oui, obligatoire, pas obligatoire, on ne sait plus. Régulièrement, il y a des fuites dans la presse avec un certain nombre de mesures qui vont être mises en place pour le SNU. Et à chaque fois, elles sont plutôt démenties par la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, Sarah El Haïry. Nouvelle fuite du magazine Politis qui nous apprend qu'il va y avoir un SNU obligatoire par groupe. On le rappelle, le but d'Emmanuel Macron, c'est de généraliser son SNU entre 18 et 21 ans. Le nouveau concept serait d'avoir des enseignants qui partiraient avec des classes volontaires, alors volontaires de la part de l'enseignant, pas forcément des élèves, et ils partiraient 12 jours au SNU en uniforme et sur le temps scolaire. Et c'est ça qui commence à poser problème du côté des syndicats et même du député LFI Alexis Corbière, c'est cette notion de partir sur le temps scolaire du côté du ministère. Comme d'habitude autour du SNU, on ne confirme ni infirme rien. On poursuit avec cette étude réalisée par l'IFOP pour la Fondation Kairos et qui montre que les Français ne croient pas à l'égalité des chances à l'école. Oui, c'est un sondage dévoilé ce matin par nos confrères du Point. Il révèle que près de 6 Français sur 10 pensent que l'école ne donne pas les mêmes chances à tous les enfants. Autre information importante de ce sondage, plus de la moitié des Français, 56% des Français, sont favorables à la suppression de la carte scolaire et la prise en charge totale des frais de scolarité pour les moins favorisés. 40% des Français, eux, sont favorables à la prise en charge des frais de scolarité des écoles privées par l'État. Ces idées, elles sont portées par la Fondation Kairos qui travaille sur le futur de l'éducation. Sa fondatrice Anne Coffini explique: l'idée d'une école égalitaire est belle et on a tous envie d'y croire, mais on voit bien que cela ne fonctionne pas. On continue, Guillaume, avec une grève des enseignants menacés de mort à cause de problèmes de scolarisation d'une élève handicapée.
Oui, c'est une bien triste histoire dont on va vous parler tout de suite sur School. L'affaire, elle se déroule à Val-de-Reuil, dans l'Eure. Les enseignants de l'école du Pivolet sont en grève pour protester contre des menaces de mort qu'ils ont reçues ces derniers jours. Les menaces, elles visent à la fois les enseignants, la direction et même le maire de cette ville. À l'origine, il y a une jeune fille âgée de 11 ans en situation de handicap qui est scolarisée depuis février dans cet établissement. Mais voilà, son comportement est complexe à gérer pour les enseignants et des observations ont conclu à la nécessité de scolariser la jeune fille dans une classe Ulysse. C'est ce que raconte le maire sur BFM TV ce matin. Le problème, c'est que la mère de la jeune fille refuse catégoriquement cette scolarisation en classe Ulysse. Elle explique que ce sont des classes discriminantes et elle crie également au racisme. Selon elle, elle serait avec sa famille et sa fille victime de racisme. Et l'affaire pourrait et devrait s'arrêter là et être traité par le rectorat, mais la difficulté, c'est que la maire a décidé de se saisir des réseaux sociaux, de créer un compte TikTok pour médiatiser son affaire, et ce compte dépasse aujourd'hui les 100 000 abonnés. Regardez le genre de vidéo que l'on peut y trouver. J'ai eu des réunions que l'enfant va dans une autre tour. Pourquoi arriver ici? Ça change. Vous appelez quoi dans l'ESS? J'ai eu le compte rendu. C'est le cinéma que vous avez eu là? Je vous parle comme je veux. Je vous parle comme je veux, madame. À partir du moment où ma fille s'est retrouvée à l'hôpital, d'accord, avec une tuméfaction pendant plus de 2 semaines, vous ne m'avez pas appelé, vous étiez au courant, je vous ai posé la question en ESS. Vous mentez. Je vous ai posé la question en ESS. Sur cette vidéo, vous pouvez entendre la mère de famille qui sort de ses gonds, et puis en face, c'est la directrice de l'école, directrice qui est en ce moment même en arrêt maladie à cause de toute cette affaire. Un enseignant est également en arrêt maladie. Ces vidéos postées sur TikTok, elles sont extrêmement regardées, commentées, relayées, et ce sont ces vidéos qui sont à l'origine de la vague de harcèlement que subissent les personnels de cet établissement, d'où la nécessité pour eux de faire grève. Sachez que depuis quelques semaines, la police est obligée d'intervenir tous les jours à l'école. Des plaintes ont été déposées par les enseignants et l'Académie de Normandie, et la mère de famille annonce également déposer plainte. On espère en tout cas qu'une solution va vite être trouvée pour cette situation qui n'est tolérable ni d'un côté ni de l'autre. Merci Guillaume. Oser entreprendre quand on a entre 15 et 18 ans, c'est possible. Effectivement, on est lycéen et on a envie de créer sa propre société. On va en parler ensemble. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Mona Amirouche. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là à nouveau. On est ravis de vous recevoir sur School, comme à chaque fois. Vous êtes la fondatrice de Banlieue School, une ONG qui lutte pour l'égalité des chances. On va revenir évidemment sur les fondements de Banlieue School. J'accueille également Anna Bercoq. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, alors j'allais dire VP, ça se dit VP? On peut dire vice-présidente. Vice-présidente, c'est quand même mieux, hein. Impact social de Hello Asso. Si vous venez tous les deux aujourd'hui, c'est parce que Banlieue School a proposé son tout premier événement entrepreneurial qui réunissait des lycéens porteurs de projets et donc qui avaient envie d'entreprendre, et ça commence très tôt, on va le voir ensemble, c'était la semaine dernière. Absolument. Comment ça s'est passé déjà? Ça s'est super bien passé. On est très contents de l'événement. Les parents étaient présents, les professeurs, des entrepreneurs, un super jury. Donc l'événement s'est super bien passé. Alors on va parler de l'événement dans sa globalité évidemment, mais avant cela, pour qu'on comprenne bien comment ça a démarré finalement, comment vous êtes arrivé à cet événement-là, j'aimerais qu'on reparle de Banlieue School, une association donc, qui aide les jeunes en décrochage scolaire, et malheureusement ils sont nombreux, par le biais notamment du mentorat, qui est un biais très important. Ces jeunes lycéens qui étaient donc porteurs d'un projet que vous avez mis en lumière la semaine dernière. Vous les suivez depuis combien d'années? Alors, on les suit depuis 9 mois. On suit l'ensemble de ces jeunes porteurs de projets depuis 9 mois et on les a identifiés au sein de leur établissement scolaire. Donc, dans un premier temps, ils avaient envie en fait, d'être accompagnés par un mentor, et ensuite on leur a proposé justement de partir d'une idée concrète et de pouvoir développer un projet autour de cette idée. Et l'objectif en réalité, c'est de pouvoir les outiller et de leur permettre de réutiliser les connaissances qu'ils ont appris à l'école sur des projets concrets. Tout part d'une envie aussi simplement d'entreprendre, une envie de créer quelque chose. Cette envie qu'on a tous quand on est jeune. Alors soit on a des vocations, certes, soit on se dit, voilà, il y a une idée de business, entre guillemets, qu'on pourrait monter, c'est celui-ci. Exactement. Et puis, l'objectif aussi, c'est de pouvoir leur redonner une capacité d'agir, puisque pour certains, en fait, ils peuvent se dire, bah, tiens, il y a plein de choses qui se passent sans moi, j'ai envie de faire, je suis assis dans ma salle de classe pendant 6-7 heures. Moi aussi, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire du concret. Et c'est de là d'où est parti le programme.
Chez Banlieue School, vous proposez un mentorat pour accompagner ces jeunes qui sont donc souvent en milieu défavorisé, dont on connaît effectivement les problèmes de mixité sociale, de problèmes de réussite par rapport à l'avenir, et pour qu'ils puissent justement se projeter dans l'avenir, qu'ils reprennent confiance en eux, vous proposez justement un mentorat. Racontez-nous comment ça se passe. Oui, alors l'idée c'est de proposer aux jeunes un accompagnement personnalisé et de pouvoir les connecter à des professionnels. Donc dans l'idée, si j'ai envie d'être architecte ou bien j'ai pas forcément d'idée concrète de ce que j'ai envie de faire, on va pouvoir vous mettre en relation avec un professionnel qui va aussi transmettre son expérience, qui va aussi pouvoir élargir, je dirais, le champ des possibles du jeune et pouvoir aussi être un adulte de référence, puisque les jeunes ont besoin aussi de parler, aussi de pouvoir se documenter, en tout cas se renseigner sur les parcours d'études possibles. Et puis souvent, on ne sait pas réellement ce que fait par exemple un architecte, un entrepreneur ou bien un pompier, peu importe, et on a envie de savoir concrètement ce que ce professionnel fait. Donc parfois, on organise des sortes de vie ma vie. Donc le jeune se rend au sein de l'entreprise pendant une journée et puis il découvre un certain nombre de choses. L'idée, c'est qu'il puisse aussi ensuite avoir une vision un peu plus claire de ce qu'il a envie de faire. Et puis plus on en sait et plus on a envie de se lancer. Et dans le cas contraire, ça peut être de se dire, bah tiens, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je préfère m'orienter vers un autre domaine. Et c'est là aussi où vous intervenez, Anna Berkook, dans ce lien entre, finalement, un peu tripartite entre les entrepreneurs, ceux qui veulent monter, donc grâce à Hello Asso aussi, ceux qui veulent monter un projet, et toutes les associations qui proposent justement leur soutien. Alors, moi, je suis intervenue à l'invitation de Mona pour être membre du jury. Et effectivement, en tout cas, vue de ma fenêtre, ce qui était impressionnant, c'était de voir les projets qui n'étaient pas que, justement, des idées de business, entre guillemets, pas que. Quasiment la totalité, c'est pour résoudre un problème. Soit social, soit environnemental, et donc, en fait, c'est très inspirant à voir. Donc, il y en a qui ont choisi la forme associative. Et évidemment, quand on travaille chez Hello Asso, on est très, très content de voir que la relève est assurée. C'est beau à voir. Il y en a qui vont choisir d'autres formes d'entreprise. Mais tous étaient vraiment en train de mettre le doigt sur quelque chose, soit qui était un problème qu'ils voulaient résoudre, soit une situation qu'ils voulaient améliorer. Un projet en particulier qui a retenu votre attention ? Alors oui, j'ai eu un petit coup de cœur personnel, qui est celui qui était porté par Namrata, qui nous a raconté en fait son histoire personnelle et qui, de sa propre histoire, aujourd'hui veut aider à réduire le taux de mortalité des femmes qui accouchent au Népal. Donc voilà, c'est très précis, mais c'est un très gros problème parce qu'elles ont très très peu accès en fait aux infrastructures. Elles accouchent en général sur la route, et donc en fait, elle veut créer une association, lever des fonds et aider ces personnes-là. Un projet également, on a... qui vous a marqué ? Oui, celui de, particulièrement par exemple de Selma, qui justement a commencé à créer des ateliers autour du gaspillage alimentaire et qui aujourd'hui veut se lancer dans la réalisation d'un reportage pour sensibiliser les jeunes à cela. Donc j'ai trouvé l'idée formidable, surtout qu'elle est hyper motivée et puis elle arrive justement à fédérer même ses professeurs autour de ce projet et ça en fait un projet scolaire en réalité. L'environnement, c'est une des questions en fait principales pour les jeunes aujourd'hui, leur préoccupation principale. Oui, ils en parlent beaucoup. Et puis il y a une envie de faire en tous les cas, et pas simplement d'entendre que la planète va mal. L'idée, c'est aussi de pouvoir se dire, tiens, moi aussi à ma hauteur, je peux contribuer, et je peux le faire aussi dans un cadre scolaire ou bien extrascolaire. Alors, ce cadre scolaire, on en parle effectivement et c'est formidable parce qu'on le répète, ce sont des lycéens, donc ils ont, j'ai dit large, 15-18 ans, on ne sait pas trop, mais globalement, c'est à peu près l'âge. Et c'est vrai que c'est le moment où aussi on se pose toutes les questions de qu'est-ce que je vais faire plus tard, ou à ce à quoi je peux m'intéresser, et surtout ce à quoi je peux accéder. On parle bien de jeunes, avec Banlieue School évidemment, de jeunes qui ont pas forcément les mêmes chances de réussite que plein d'autres. Est-ce que ces jeunes déjà sont dans l'idée qu'ils peuvent s'autoriser à croire qu'ils peuvent accéder à tout? Au début, non, pas du tout. On dit souvent, justement, qu'il y a une autocensure qui est très présente. Et souvent, quand on vient les voir et quand on leur parle de ce programme, ils nous disent finalement, c'est pas réellement possible, on n'a pas de réseau, on n'a pas d'argent, donc on va pas y arriver. Et donc, il y a une déconstruction. On fait beaucoup de formations autour de cela pour justement leur permettre de comprendre qu'il y a aussi des choses qui sont possibles. Et l'idée, au final, avec ce programme, c'est aussi de pouvoir leur permettre d'être formés et de rencontrer un certain nombre de professionnels qui vont
aussi pouvoir les aider, les accompagner. Je pense que l'exemple précis a été vu lors de l'événement où le jury spontanément en fait a proposé de les accompagner et au final de leur ouvrir un certain nombre de portes. Et je peux vous dire qu'à la fin, ils étaient vraiment, vraiment contents de pouvoir justement être accompagnés et de pouvoir se dire tiens, que leur projet en fait est crédible aux yeux des adultes, parce que c'était ça aussi l'enjeu pour eux. À chaque fois, c'était de se dire tiens, en fait, mon projet, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, personne ne va m'écouter. Et là, le fait de justement, de leur permettre de monter sur scène, d'être face à un jury, d'être face à leurs parents, à leurs proviseurs, à leurs parents, tout de suite, en fait, tout le monde les écoute avec attention et surtout tout le monde vient les féliciter à la fin et surtout leur proposer des opportunités. Selma, dont je vous parle, elle m'a envoyé un message à la fin et elle me dit « Mona, c'est génial, les professeurs veulent mettre un peu d'argent dans la cagnotte pour pouvoir aider à la réalisation de ce reportage. » Et donc là, en fait, de suite, on leur redonne en quelque sorte une capacité, en tout cas, de pouvoir faire. Et je pense, j'espère, qu'ils repartent avec l'idée qu'il y a des choses qui sont encore possibles. Et puis c'est le cœur même de l'enseignement, finalement. On revient aux bases propres de « je suis là pour te faire grandir, pour t'apprendre des choses et te donner envie d'être le citoyen de demain qui va créer une société, enfin en tout cas une nouvelle société dans son ensemble ». Alors, je trouve que c'est effectivement ça, mais il n'y avait pas de barrière et c'était ça qui était intéressant, c'est qu'effectivement, les membres du jury, on était tout à fait à leur disposition et on n'avait rien à leur apprendre. Enfin, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent faire avec leur projet. Et donc, en fait, on est là, effectivement, pour les aider, mais c'était aussi dans cet esprit-là. Et je pense que ça aide et ça les met dans des dispositions très, très différentes. Alors, quand vous dites « on », vous étiez combien à faire partie de ce jury et quels étaient les profils ? Ouais. Je vais te laisser présenter les membres du jury. Ouais. Faut pas que je me trompe. Non, il y avait un entrepreneur, Auriel Darmon. Il y avait Rebecca Amsalem, qui est donc du coup la fondatrice des Glorieuses, que je n'oublie pas. Il y avait Anthony Babkin, le fondateur de Divers Éveil, même cofondateur, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Et donc un cinquième ? Absolument, Lasser Layani, du coup qui travaille à la Société Générale dans un service financier. Donc voilà, en fait une diversité, si je puis dire, très importante au sein de ce jury, avec toute cette même envie, c'est-à-dire de susciter effectivement des vocations, ou du moins, ce que vous disiez, finalement vous n'avez rien à leur apprendre, c'est eux finalement qui portent un projet, mais le soutien dont vous parlez, c'est quand même un soutien financier. On a toujours du mal à se dire, association avec argent, ça rime pas, et pour autant, on peut pas créer un projet sans argent. En fait, moi je n'ai concrètement pas d'argent à leur proposer. Ce que je peux leur proposer, c'est de leur apprendre à aller en chercher. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai proposé à toutes celles et ceux qui le font sous forme associative, parce que, c'est mon cœur de métier. Oui, effectivement, quand on veut monter un projet, il faut le financer. Et du coup, il y a des techniques, il y a du réseau. Et je pense que le réseau, c'est quelque chose qui peut leur manquer aussi. Et que, je suis ravie de mettre à leur disposition. Alors, ils arrivent avec un pitch, une idée qui dure combien de minutes ils ont ? Ils ont entre 3 et 5 minutes. Très difficile. C'est un exercice vraiment pas facile. Absolument, ouais. Et vous les accompagnez dans ce projet-là ? Bien sûr, oui, on les accompagne. Et puis, on travaille aussi avec Hugo Roussel, qui est le président de la Fédération française de débat en France, et qui, du coup, les accompagne du début jusqu'à la fin, et qui présente même l'événement pour justement leur permettre d'être en confiance et de pouvoir être à l'aise lors de leur pitch. Chaque année, environ 80 000 élèves sortent des REP, des réseaux d'éducation prioritaire, et tout simplement du système scolaire de manière générale sans qualification. Alors pour ces jeunes-là, justement, comment on explique que ces jeunes dans les banlieues subissent ce système scolaire et comment vous arrivez à les extraire de ça et leur donner justement confiance ? Ouais. Il y a un passage aussi très compliqué qui va être par exemple du collège au lycée et qui peut favoriser... où on a un taux de décrochage important. Et l'idée, c'est de pouvoir justement aller les chercher, ces jeunes, que ce soit directement au sein de leur quartier ou bien même dans d'autres endroits qu'on a identifiés à travers des associations partenaires. Et c'est de pouvoir aussi, nous, d'ores et déjà, ce qu'on leur propose, c'est d'être accompagnés par un mentor, mais pas que, aussi de pouvoir se rendre au sein de l'association et de pouvoir voir aussi ce qu'on y fait et de pouvoir travailler sur un projet professionnel. Mais l'idée, c'est de partir d'eux. Donc souvent, ils ont des passions. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Bien sûr. Quand on décroche, on peut être aussi las tout simplement et se dire non, je ne pourrais pas, j'y arriverai pas, ou je ne suis pas bon à ça.
tout simplement partir défaitiste? Bien sûr. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, ces jeunes ne sont pas forcément très à l'aise avec le système scolaire parce qu'en fait, les méthodes d'enseignement, parfois, ne leur conviennent pas. Et donc, ils ont besoin d'apprendre différemment. C'est pour ça que vous développez beaucoup les soft skills au sein de Banlieue School? Absolument. Et puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est la promotion de l'éducation par l'action. Et du coup, de permettre en fait à l'ensemble des jeunes, en réalité, de pouvoir faire en apprenant. Enfin, de pouvoir apprendre et de pouvoir faire en parallèle. C'est ce que vous avez ressenti également, Anna Berkook, quand vous avez rencontré ces jeunes et au travers des différents pitchs, ce besoin aussi d'expression, de ces fameux soft skills dont on parle, c'est-à-dire d'une expression différente sur la manière d'enseigner et finalement de voir la vie? En tout cas, ils étaient très impressionnants pendant leur pitch, parce que c'est effectivement un exercice qui n'est pas facile. Et en fait, pour la plupart, ils ont pu nous montrer qu'ils avaient déjà mis des actions en place. Et en fait, c'est très, très convaincant, justement. Et on voit bien qu'effectivement, ils ont envie d'avoir un impact rapide, ils ont envie de faire des choses, et ils ont envie que ça se voit, ils ont envie de faire entendre leur voix. Et en même temps, ce que moi, je trouve impressionnant avec cette génération, que j'aurais très fortement ressenti ce soir-là, c'est qu'ils arrivent à très bien composer entre une voix personnelle et en même temps un sens du collectif. Ils ont envie de le faire au service d'eux, au service du collectif. Et voilà, c'est très inspirant. Là, on parle effectivement d'élèves qui sont motivés, qui ont déjà une idée très concrète, vous le disiez, vous n'avez rien à leur apprendre, ils savent déjà exactement ce qu'ils veulent faire. Et tant mieux pour eux, grâce à vous deux, et plus les 4 autres. Du coup, voilà, ils ont un chemin, un soutien, vraiment. Parlons des autres, malheureusement, et ils sont nombreux. On en revient toujours au problème de l'orientation. Vous disiez, entre le collège et le lycée, il y a beaucoup d'abandon. Est-ce qu'il faut repenser l'orientation déjà dès la fin du premier cycle? Oui. Et puis je pense qu'il faut aussi travailler l'orientation, peut-être même dès le collège, sans forcément permettre aux jeunes de choisir tout de suite une voie, mais en tout cas d'en parler et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus présent. Souvent, quand je parle de l'orientation, par exemple, à des élèves qui ont été orientés par défaut, ils vont me dire j'avais pas forcément les notes et donc j'ai été orientée dans une filière parce qu'il y avait de la place. Mais alors c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est le système en fait qui crée justement ce manque d'égalité des chances in fine? Oui, je pense qu'il y a un travail, je dirais de fond, mais après c'est aussi un système éducatif. En tout cas, il y a des choses à repenser, puisque je pense qu'il faudrait orienter les élèves par rapport à leur passion, en tout cas par rapport à ce qu'ils veulent faire, et moins par rapport aux notes. Et aujourd'hui, en fait, force est de constater que quand on a de très très bonnes notes, on va moins nous orienter en voie professionnelle, et quand on en a des moins bonnes, on va nous orienter en voie professionnelle. La méritocratie, c'est inégalitaire? C'est un vaste sujet. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je préfère parler d'équité que d'égalité. Après, la méritocratie, aujourd'hui, est-ce qu'elle permet réellement l'équité? Je ne sais pas. C'est ce qu'ils vous disent les élèves que vous côtoyez, ou c'est ce que vous ressentez au travers et finalement de leur réussite, de leur chemin, de leur parcours? Alors, les élèves, quand ils vous parlent de l'école, après, je vais pas généraliser, mais en tout cas, souvent, pour ceux pour qui ça ne s'est pas bien passé, ils accusent un peu le système scolaire en disant qu'on les a pas écoutés, voilà, encore une fois, qu'on les a orientés par rapport à leurs notes, qu'on les a aussi souvent dévalorisés, et donc aujourd'hui, ils subissent un petit peu l'ensemble. Et la méritocratie, ils y croient très peu. Vous en avez discuté beaucoup avec l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Éducation? Non, pas encore. Ils ne vous écoutent pas? Je pense qu'ils nous écouteront prochainement, j'espère. Prochainement, parce que vous allez accéder directement au ministre Papendiaï ou à ses conseillers? Oui, on espère en tout cas engager des discussions avec ses conseillers et avec lui-même également. Anna Berkook, une fois que vous avez rencontré ces jeunes, que vous avez eu des coups de cœur pour l'un et l'autre projet, donc il s'agit effectivement d'un pitch, finalement d'un soutien que vous apportez pour effectivement trouver les fonds pour mener ce projet, et la suite, parce que vous n'allez pas les lâcher, ces jeunes. Moi, je suis à la disposition de Mona, à leur disposition à eux. Et ensuite, moi, ce que je peux dire, c'est je pense que
le secteur associatif, s'engager dans les associations, c'est aussi une façon de se révéler. Pas forcément, si on n'a pas l'idée, comme on disait, voilà, une idée innée de ce que nous, on ferait, en fait, aller voir ce qui se fait. En fait, c'est un lieu de socialisation qui est aussi hyper intéressant en termes de soft skills, d'apprendre des nouvelles choses, de gagner confiance en soi parce qu'on fait des actions qui sont un peu différentes de son quotidien. Donc, je pense que, voilà, en tout cas, moi, je crois beaucoup à la vertu de s'engager aussi dans les associations et ça, je peux les aider. Encore faut-il avoir confiance en soi. Je reviens toujours à la même idée, mais c'est très compliqué quand on est en échec scolaire, quand on a l'impression que de toute façon, tout son entourage n'a pas forcément fait le métier dont il rêvait. Ce problème-là, c'est le problème majeur finalement que l'on rencontre, notamment dans les REP, mais aussi dans certains milieux favorisés où les enfants ne se sentent pas forcément, dans la capacité de se projeter. Justement, comment faire pour tous ceux qui n'y croient pas du tout, qui sont vraiment en rejet complet et qui se laissent à l'abandon? Rejet complet du système scolaire, vous voulez dire? Alors, je pense qu'on a tous un rêve et en tout cas une passion et une envie de faire. Et l'idée, c'est de pouvoir en réalité reconnecter finalement ces élèves ou ces jeunes à cela. Et puis nous, ce qu'on fait en réalité au sein de Banlieue School, c'est qu'on travaille par micro-réussite. On accompagne également des jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire, donc par la PJJ, et particulièrement le tribunal de Bobigny. Et souvent, ça va être, je généralise pas non plus, mais souvent, ça va être des jeunes justement qui sont complètement éloignés du système scolaire et qui n'y croient plus. Et l'idée, c'est de pouvoir justement, au cours d'une semaine de stage, en fait, de pouvoir leur permettre de rencontrer un certain nombre de personnes, de pouvoir aussi leur permettre de travailler sur des petits projets, puisque la semaine c'est une semaine de 5 jours. Et en fait, à travers finalement des micro-réussites, ils reprennent confiance en eux. Et je pense que l'important aussi, c'est d'avoir des adultes autour d'eux qui puissent les valoriser, qui puissent aussi identifier leurs forces et qui puissent surtout croire en eux. Je pense que c'est important de pouvoir évoluer avec des adultes qui croient. Ça commence souvent à la maison. Quid des parents, forcément? Bien sûr. Ils ont une influence énorme. Absolument. Ils ont un rôle à jouer. Ils en sont conscients? Oui, ils en sont très conscients. Nous, on a la chance, et je pense que ça doit être forcément une généralité, mais les parents sont très présents. Très présents, et puis je pense que tous les parents veulent que leur enfant réussisse et trouve leur voie. Donc souvent, ils viennent aussi nous voir pour se former, puisque à l'âge de l'adolescence, c'est aussi très compliqué de pouvoir accompagner son enfant. Et puis parfois, ils n'ont pas forcément de solution. Mais ils étaient présents pour l'événement en question la semaine dernière. Ils étaient présents. Voilà, pour le tout premier événement entrepreneurial. Vous l'appelez comment cet événement? On l'appelait l'événement... Banlieue School. Ouais, Banlieue School. Allez. C'est ça? Non, c'était l'événement YEP, Young Entrepreneur Programme. Ah, Young Entrepreneur Programme. Ouais. Voilà, maintenant que je sais tout, parce que quand même... et donc les parents étaient fiers, ils avaient leurs enfants avec eux. Ouais. Ils se projetaient eux-mêmes peut-être dans un métier qu'ils n'auraient pas pu faire aussi? Absolument, sûrement. Ouais. Mais en tout cas, ils étaient très fiers de pouvoir voir leurs enfants présenter un projet, et je pense de voir aussi tout le travail qui a été mené en amont. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Anna Berkouk, donc VP, ce serait chic, vice-présidente de Impact Social de Hello Asso. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mona Amirouche, merci beaucoup. Un projet à suivre bientôt? Un autre? Encore? Un autre, on va déjà essayer de consolider celui-ci, et on lance une promo sur Lyon et sur Lille. Félicitations. Ouais, merci. Fondatrice de Banlieue School, l'ONG qui lutte justement pour l'égalité des chances contre le décrochage scolaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Florian Mianicardi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes champion de France de mémorisation en 2020. Je suis alors là vraiment très admirative. Je veux tout savoir sur la mémoire. Et le fondateur de Memoroll, une formation en technique de mémorisation. Comment et pourquoi avoir fondé justement Memoroll? Mémoral. Franchement, on peut le prononcer à la française, à l'anglaise, il n'y a pas de préférence. Alors, pourquoi en fait je me suis lancé dans ce projet? Tout simplement en fait parce que je ne m'épanouissais pas dans ce que je faisais de base. C'est-à-dire, moi, je faisais du droit et de l'économie. Ah oui. Alors, j'aimais bien l'économie, j'aimais bien. Le droit, en revanche, bon, un petit peu moins.
Mais comme beaucoup d'étudiants. Souvent, le choix du droit n'est pas toujours un choix. Alors voilà, en fait, ça, c'est pour moi une des phrases les plus tristes qu'on peut entendre. C'est oui, j'ai fait ça parce qu'il y a des débouchés. Cette phrase-là, c'est pour ça que je suis rentré dans le droit. Mais cette phrase-là, voilà, je l'entends tout le temps. Et clairement, moi, je suis entré en droit juste parce qu'on m'a dit il y a des débouchés, c'est tout. Et je me suis dit, j'ai poursuivi mes études relativement loin, puisque je suis quand même allé jusqu'au M2. Et en fait, arrivé lors de ma deuxième année de master, je me suis dit, mais est-ce que je veux faire du droit et de l'économie toute ma vie ? Et finalement, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Alors c'est sûr, j'aurais pu m'en rendre compte avant. Pourquoi vous n'avez pas posé la question avant, justement ? En fait, comment dire ? Vous vouliez une carte, vous vouliez un diplôme. Exactement, exactement, c'est-à-dire... Forcément, on a la petite pression sociale des parents, en mode si t'as pas ton bac, si t'as pas de diplôme, bref. Voilà, on connaît la chanson. Mais c'est surtout que je n'avais aucune autre porte de sortie, en fait, parce que clairement, vous m'auriez demandé qu'est-ce qui t'intéressait, je vous aurais répondu, pas grand-chose, en fait. C'est triste à dire, mais c'est vrai, pas grand-chose. Mais quand pour les études de droit, pardon de vous couper, mais effectivement, il faut une faculté, en tout cas, qui est très importante, c'est la mémoire. Alors... Non pas que j'avais une très bonne capacité de mémorisation, je m'en sortais. Parce que, on va dire, des fois j'étais malin, c'est-à-dire que je savais sur quelle matière miser. J'étais malin, on va dire. Mais j'étais pas forcément un bon étudiant, ni le plus intelligent, ni celui qui avait le plus de mémoire. Mais justement, je voulais savoir, mais en fait, comment je peux retenir mes partiels un peu plus longtemps qu'une semaine ? Encore une semaine, je suis très gentil, 2 heures. Voilà, comment je peux les retenir plus longtemps ? Et je me suis dit, comme tout le monde, je vais rechercher Google, alors comment mieux mémoriser ? Et je suis tombé sur une vidéo de Fabien Olicard, qui justement parlait d'une technique de mémorisation. Et en fait, quand j'ai essayé cette technique, c'était la technique dite de la table de rappel, qui consiste à mémoriser des chiffres, tout simplement. Et en fait, quand je l'ai testé, je me suis dit... Putain, mais c'est génial. C'est quoi, on mémorise des chiffres et il se passe quoi ? Expliquez-nous. Alors, la technique. Typiquement, voilà, je vais vous faire un petit jeu, ce sera plus sympa. J'aime bien, moi, quand il y a des jeux, Virginie. Moi aussi, j'adore ça, mais en revanche, assez court parce qu'on a peu de temps et j'aimerais vraiment qu'on discute de plein de choses avec vous. Attila boit du vin en mangeant un œuf. On doit répéter. Attila boit du vin en mangeant un œuf. Attila, c'est quoi le chiffre ? Eh ben, Attila, c'est qui ? Le chef des... Il boit quoi ? Du... 20. Il mange un œuf. C'est ça que nous utilisons. En fait, nous transformons les chiffres en images. Tout simplement. J'ai pas compris. Je ne sais pas si je me suis remise de ma soirée d'hier soir. Attendez, excusez-moi. Donc, alors, on est face à cette phrase. Donc, Attila boit du vin en mangeant un œuf. D'accord. En fait, si je veux mémoriser, quand je veux mémoriser le 1, ce n'est pas le 1 que je vois, mais je vois Attila. Quand je vois le nombre 20, je ne vois pas le 20, je vois une bouteille de vin. Et en fait, ce système-là, je l'ai de 0 à 999. Ça veut dire que vous me donnez n'importe quel chiffre de 0 à 999, j'ai une image associée. 330. 330, c'est un MMS. Parce que ? Alors, c'est un système, on va dire, on a nos systèmes de code dans les compétitions. C'est un système assez lourd. Je ne vais pas forcément l'expliquer, ça prendrait trop de temps. Mais le principe, c'est juste de transformer les nombres en images. Alors après, on peut se demander pourquoi. Pourquoi vous faites ça ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que les chiffres, c'est extrêmement facile de les confondre. Et on l'a, en fait, lorsqu'on doit, par exemple, mémoriser des dates. Lorsqu'on doit mémoriser des dates, par exemple, je vais prendre un exemple au hasard. 1515 Marignan. Voilà, ça, 1515, c'est facile. Ça, c'est du classique. Oui. Ça, c'est du classique. Mais si, par exemple, je dis, OK, Napoléon est devenu empereur en 1804, on peut dire, attends, il est devenu en quoi ? En 1803, en 1802, en 1800... C'est facile de confondre. Ouais. Mais par exemple, si je dis pour 804 qu'on pense à un faisceau de lumière, qu'on pense à un rayon de lumière, on va pas le confondre avec autre chose. On va pas le confondre avec un micro, on va pas le confondre avec une table. Le fait d'avoir une image, ça permet en fait d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc, OK, c'est le rayon de lumière, donc c'est forcément 804. Après, c'est notre système. Florian, je suis extrêmement admirative et franchement, ça me passionne ce que vous me dites, mais le problème, c'est que je ne comprends pas. Donc l'empereur Napoléon, 1804, et pourquoi faisceau de lumière ? C'est quand vous associez n'importe quelle image en fait à un événement ou à une date, et en fait, le fait d'associer, c'est ça, un événement avec un nombre
fait que on le retient plus facilement. C'est ça l'histoire ? Exactement. En fait, les chiffres permettent une association plus rapide de l'esprit ? Alors non, c'est les images qui permettent une association plus précise. C'est-à-dire, en fait, pour une bonne mémorisation, il faut juste penser en termes d'images. Mais vous, en compétition, comment ça fonctionne ? Parce que là, vous dites 300, je l'ai associé à ça, mais le but des compétitions, vous devez mémoriser quoi et comment vous utilisez ce système ? Alors, nous avons 10 épreuves. Des épreuves où nous devons mémoriser des chiffres, où nous devons mémoriser des dates, où nous devons mémoriser des cartes. On doit également mémoriser des visages et des personnes. Il y a plein d'épreuves comme ça, nous en avons 10 au total. Par exemple, on va me donner toute une liste de visages avec des prénoms parfois assez particuliers. Par exemple, on me donne David. Alors vous dites, David, ça va, mais David avec 3 A. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas le David qu'on rencontre tous les jours. Ou alors on va avoir des prénoms slaves du genre Lichiae, enfin des trucs impossibles à se souvenir. Et justement, quand on doit se souvenir de ce genre de prénom, genre Lichiae, on va penser à un chiffre ? Alors on va essayer de transformer ça en une petite image. Par exemple, Lichiae, moi ça me fait penser à un litchi. Ouais. Je pourrais l'associer à un litchi. Et quand du coup je vais la revoir, je vais me dire j'ai mon image qui revient en tête. Mais ça, c'est assez évident pour Lichiae, Litchi. Enfin, en tout cas, pour nous, dans notre langue, forcément, on pense aux fruits. Mais c'est l'association, le fait de se dire systématiquement, c'est ça qui est novateur, quoi. Exactement. Mais par exemple, pour les chiffres, c'est pour ça que j'ai dit que le chiffre, enfin plutôt le nombre 20, ça fait penser à une bouteille de vin. Parce que c'est évident. C'est comme si je vous demandais, donnez-moi une image que vous associez avec le 18. Qu'est-ce que vous associez ? Les pompiers. Chips. Pompiers. Voilà, pourquoi pas ? Et ben voilà, vous l'avez votre image. C'est parce qu'on a dit pompiers. Donc alors, si je reprends effectivement mémoral, vous l'écrivez comme vous voulez, vous le prononcez comme vous voulez. Donc on va trouver quoi en fait ? Moi, petite jeune journaliste, j'aime bien, jeune journaliste qui veut faire travailler sa mémoire, qu'est-ce que je vais y trouver ? Alors l'objectif, en fait, ça dépend évidemment dans la structure dans laquelle j'interviens, mais c'est tout simplement vous donner des techniques pour pouvoir, on va dire, atteindre votre objectif ou réussir votre parcours. Typiquement, par exemple, vous, en tant que jeune journaliste... Merci. Moi, je vous en prie. Par exemple, peut-être que je vais vous apprendre à retenir, on va dire, plus facilement les prénoms. Oui. Ou, par exemple, retenir, une présentation. Et ça, comment on fait ? Vous avez des techniques pour apprendre plus facilement un texte ? Parce qu'on peut penser, par exemple, aux lycéens qui doivent faire des présentations, des choses comme ça. Comment on fait ? Tout à fait. Alors, une technique qui est très utilisée, c'est la technique du palais mental, du palais de mémoire. Alors ça, c'est une technique qu'on retrouve un peu dans la série Sherlock. C'est-à-dire que Sherlock, il ferme les yeux comme ça, il est dans son palais de mémoire et il récupère les informations. Ça, en fait, c'est une vraie technique de mémorisation qui est très ancienne parce qu'en fait, Cicéron l'utilisait pour mémoriser des discours. Alors, comment il faisait, en fait ? Tout simplement, on va identifier certains mots-clés d'un texte, et ensuite, on va littéralement déposer ces mots-clés dans une pièce. Littéralement, si par exemple, je ne sais pas si j'ai le... Mais je vous en prie, prenez, voilà. Merci. Oui. Hop là. Par exemple, dans le texte que vous m'avez donné, un mot déjà qui est très, très important, c'est conférence sur Parcoursup. Ça, Quackoubec aussi, pourquoi pas. Et la dernière qui pourrait être intéressante, je dirais ringarde. Pourquoi pas. Ne regardez pas, comme ça. Je crois que c'est normal. Donc en fait, conférence sur Parcoursup, je vais tout simplement le transformer en une image. C'est toujours le principe d'imager l'information. Et par exemple, j'imaginerais par exemple un conférencier que je connais, j'imagine un conférencier qui se tient là, juste devant. Je l'imagine ici. Ouais. Donc je me dirais, ok, donc le conférencier, c'est pour la conférence sur Parcoursup. Quackoubec, je pense à un de mes cousins qui m'avait sorti ça il n'y a pas très longtemps. Je vais l'imaginer par exemple au niveau de la deuxième caméra. Et pour terminer, le terme ringard, pas sûr. Bon, bref. Florian. Évitons de... Voilà, mais je vais imaginer par exemple quelqu'un de ringard, je vais l'imaginer en fait au niveau de la troisième caméra. Et ainsi, quand je regarderai cette pièce, je me dirais, ah oui, il y a le conférencier, ah oui, c'est pour la conférence sur Parcoursup. Là, ah oui, il y a mon petit cousin, ah oui, c'est pour Quackoubec. Et là, ah oui, d'accord, c'était pour parler du fait que c'était ringard. Tout simplement. Et là, le fait de voir mes images, c'est ça qui va me permettre de me souvenir. C'est reprendre des idées et à chaque fois, soit utiliser des chiffres, soit utiliser effectivement des techniques de personnages ou de choses, d'éléments, d'objets qui vous permettent constamment de faire les associations. La base, c'est tout simplement de tout transformer en image. C'est juste ça, ou alors de créer des liens.
Tous, par exemple, pour mémoriser une date, ce qui peut être intéressant, c'est d'associer une date, on va dire, à un événement marquant. Par exemple, quand on dit 1968, on va tous penser à la révolution, à la manifestation. La prise de la Bastille. Ouais. mais quand je dis que 68, c'était également la mort de Martin Luther King, des fois, il y a des gens qui font « Ah bon ?» Voilà. Et je leur dis « Bah, vous voyez ?» Je dis « Mais 1968, on pense tous à la Révolution ou à la prise de la Bastille, ça dépend. » Ça, c'est, ouais, mais, plutôt 80. Plutôt quand même, voilà. Mais on va vous dire aussi, dis-toi que en même temps qu'il y a eu la Révolution et la manifestation étudiante, il y avait en même temps la mort de Martin Luther King. On va associer en fait 2 dates ensemble. Et c'était au mois de mai aussi? Non, c'était pas au mois de mai. D'accord. C'était pas au mois de mai, mais l'important c'est quand même de retenir l'année. Vous avez une info, mais c'était l'année, mais c'est pas le bon mois. C'est ça. Déjà pas mal. Au moins on a l'année. D'accord. Au moins on a l'année. Bah, écoutez, merci beaucoup Florian Manicardi d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer effectivement vos techniques de mémorisation. Je rappelle que vous êtes champion de France de mémorisation en 2020 et fondateur de Memoral, qu'on peut télécharger. Alors non, en fait c'est tout simplement si vous voulez, on va dire faire appel à moi. Bon, j'interviens dans les écoles. Vous pouvez simplement aller sur mon site et me contacter directement. Et vous retrouver. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est à vous, cher Guillaume, avec votre conique. Votre conique. Palais mental, Virginie, palais mental. Alors je disais une chronique conique, donc iconique en fait, parce que forcément elles sont attendues ces chroniques, Guillaume Ouattara. Mais je vous trouve quand même une mine bien triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ringard, Virginie, ringard. Voilà ce qui m'est arrivé et ce qu'a dit de moi un lycéen, il s'appelait César et il est venu la semaine dernière à une conférence sur Parcoursup que je donnais à Angers. Et je me suis dit, tiens, j'ai des lycéens, des élèves de terminale, c'est pas tous les jours que je les ai. Et j'ai casé une blague sur Kwakubé. Il y a eu de la sidération, il y a eu de la consternation et il y a surtout eu ce mot ringard. Il paraît que l'expression serait devenue complètement craignos, totalement ringard, bref, un truc de ouf à quel point ça fait yeuf de dire ça. Il est donc venu le temps pour moi de faire mes adieux à Kwakubé. Vous avez dit yeuf. Adieu à Kwakubé. Non mais attends, vous ne résistez pas du tout, Guillaume. Au plaisir de nous en parler une dernière fois dans votre chronique. Évidemment. Je vais cesser à titre personnel et peut-être même sur l'antenne de School d'employer le mot Kwakubé parce que vraiment, j'aime pas qu'on me dise que je suis ringard. Mais je voulais parler du coup de cette expression et de toutes les expressions qui ont précédé, puisque si l'on me traite de ringard, sachez qu'il y a encore plus ringard que moi et je vais vous parler des expressions que l'on utilisait avant, puisque c'est la chronique avant, c'est pas la chronique Kwakubé, dans les cours de récré. Avant ça, un petit point d'étymologie. Pourquoi dit-on Kwakubé, Virginie? Est-ce que vous le savez? Vous avez la réponse sous les yeux? Pas du tout, regardez pas. Je ne sais pas. Eh bien, j'ai appris grâce à TikTok, et je remercie les lycéens qui font beaucoup de vidéos, qui me divertissent et qui m'apprennent des choses. Pourquoi on dit Kwakubé? Parce que quand on va dire quoi, on peut le décomposer en Kou-A. On est d'accord? Attends, parce qu'on vient de faire déjà une interview compliquée sur la mémoire. Si en plus la chronique là vous partez en décomposition du mot Kwakubé, qui est quand même un mot qui n'existe pas. Eh bien ici il existe. Et l'étymologie est la suivante. Quoi, c'est Kou-A. Après quoi, il y a quoi? Il y a Koubé. Ensuite il y a Koussé, il y a Koudé. Et si on prend Koua et Koubé, qu'on les met côte à côte, ça fait Kwakubé. C'est beau, non? Et Apagnan, alors ça vient d'où? Ben je sais pas. Ça je sais pas. Voilà. Vous avez bien travaillé, vous avez bien investi, donc Guillaume. Ok, donc alors avant le Kwakubé et avant, Kwakubé, enfin clairement. Et Apagnan. Quelles étaient les expressions qui traînaient dans les cours de récréation? Eh ben j'ai sorti mes grimoires et je suis remonté jusqu'au 19e siècle. Par exemple, Virginie, si je vous dis yo-yoter de la touffe. Virginie, aujourd'hui, on yoyote un petit peu de la touffe. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, cette émission va s'arrêter. Pourtant, on avait fait du bon travail jusque-là. 1 an et demi, tous les jours, une quotidienne, avec des invités formidables, des chroniques fortes. Et là, tout d'un coup, en l'espace de 5 minutes, voilà. C'est non, mais yoyoter de la touffe. On yoyote de la touffe. Ça veut dire qu'on, je sais pas, on est un peu plan-plan? Non, on est fou. C'était très employé au 19e siècle.
Se sucer la pomme, Virginie. Qu'est-ce que c'est sucer la pomme? Eh ben, je sais pas, ça veut dire aider les autres? Non, c'est s'embrasser de manière langoureuse, de manière intense. Déménager à la cloche de bois. Qu'est-ce que c'est, déménager à la cloche de bois? Ça, on le disait, non. Au 19e siècle, déménager à la cloche de bois, c'est quitter un logement de manière très discrète. Parce qu'on avait, voilà, on n'a pas envie de faire de bruit. Mener une vie de bâton de chaise. Je ne sais pas non plus. C'était les bâtons qu'on utilisait autrefois, les porteurs de chaises, pour soulever les chaises des nobles. Et donc, c'est mener une vie compliquée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous avez envie de laisser pisser le mérinos? Laisser pisser mérinos? Ouais. Non. Alors moi, je pense à la laine, mais je ne sais pas ça. Ça veut dire laisser tomber ou laisser dire les choses, puisque le mérinos, c'est une race de moutons qui est venue d'Espagne. Donc voilà les petites expressions. Écrire un poulet, vous savez ce que c'est écrire un poulet? Non. Je suis affigée. Ça se voit que je suis affigée ou... Mais non, mais en vrai, c'est des belles expressions qu'on utilisait. Et ben, au XVIIe siècle, écrire un poulet, c'était confier ses sentiments dans un billet galant. Et en fait, on le pliait. Donc, plutôt que d'envoyer un texto pour dire bah tiens, je t'aime, etc. On écrivait un poulet. Et en fait, quand on pliait le petit billet qu'on faisait, eh bien, ça faisait les deux pointes, ça faisait des ailes de poulet. C'est sympa, non? C'est mignon, cette petite anecdote. Je vais vous écrire beaucoup de poulets. Virginie, d'ailleurs. Quoi? Kwakubé. Oh non. Kwakubé. Mais non. Vous avez dit, c'est le dernier? C'est le dernier. Kwakubé. Mais voilà, écoutez, merci beaucoup Guillaume Ouattara pour cette chronique du Kwakubé. Je laisse place à Malika Ménard maintenant dans Souvenirs d'écolier. Je vous laisse découvrir son invité. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Magali Vaé. Bonjour Magali. Bonjour. Alors vous êtes chanteuse, on t'a découvert en 2005 dans la 5e saison de la Star Academy que tu as remportée. C'est ça. Depuis, tu as sorti de nombreux albums, des singles et aujourd'hui... C'est un grand retour. Oui. Il y a un EP qui est sorti. L'EP est sorti, oui, ça y est. MM, tes initiales? MV. MV? Oui. MV, ouais. MV. MM, c'est les miens. Genre complètement auto-centrée, la fille. MV, et donc après, voilà, c'est forcément Magali Vaé. Mais chacun peut se faire en fait son titre à lui de l'EP sur ces 2 lettres. Et aussi, il y a le clip, là, qui vient tout juste de sortir, pour le coup, de Devenir fou. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, je suis très contente parce que j'ai beaucoup de très, très bons retours. Et donc, faut continuer à aller le regarder sur ma chaîne YouTube, en espérant un jour peut-être le voir à la télé. On le regarde, là, déjà. Ah, super. Qu'est-ce qu'il a de différent, cet EP, des précédents? Je voulais que ça soit un vrai bonbon, je voulais que ça soit une boule d'énergie, que ça soit un EP happy, coloré. Et en fait, chaque album ou chaque EP que j'ai fait me ressemble au moment T. Et donc, celui-là, il me ressemble aujourd'hui. Tu es heureuse en ce moment, alors? Oui, alors j'ai toujours été heureuse, mais c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une société en ce moment qui n'est pas forcément hyper positive. Et je veux partager cette positivité, essayer d'oublier un peu tous les problèmes du quotidien et sourire et profiter de la vie. Est-ce que tu réfléchis à d'autres projets artistiques? J'ai déjà une tournée qui est prévue cet été avec mon ami Tiyad. On va faire la tournée des campings paradis, le paradis des stars. On a une 30aine de dates pendant tout l'été, ouais. Et donc, c'est la 2e année qu'on fait cette tournée, donc on est vraiment ravis. Et puis, je tourne dans un nouveau film, puisque j'ai tourné en 2000... il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai tourné dans Ne m'oublie pas, un film qui s'appelle... qui parle de la maladie d'Alzheimer précoce. C'était un unitaire, ça? Oui, c'est un film qui est sorti en région centre, là où j'habite. Et donc, je tourne encore dans le film de Mathieu Grillon, un nouveau film. Donc là, faudra suivre sur les réseaux. Et là, si t'es OK, on va remonter un peu le temps. Ouais. On va essayer de se concentrer sur tes souvenirs d'écolière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es née? Je suis née à Gonesse, dans le 95, donc pas très très loin en fait, ici. Et j'ai vécu avec mes parents et ma grande sœur. Toute ton enfance là-bas? Alors, à mes 14 ans, en adolescence, j'ai déménagé au Tillet, qui est juste à côté. Oui, donc tu es restée dans le 95 Ouais, je suis restée dans le 95 jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à la Starac, en fait. Quelle enfance t'as eue là-bas? J'ai eu une enfance très aimante, très joyeuse. Il y avait beaucoup de grandes réunions de famille, parce que j'ai beaucoup d'oncles et tantes, de grandes réunions de famille, donc beaucoup de cousins, cousines. J'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire.
Je pense que ça a été... Qui t'ont même poussé dedans dès le plus jeune âge. Alors, pas poussé. Non, c'est moi qui leur ai dit, c'est moi qui veux faire ça. C'était pas déjà vers 7 ans, je crois? Ouais, 7-8 ans. Vers 7-8 ans, j'ai décidé de faire ce métier parce que je me suis rendu compte que j'aimais chanter, j'aimais la scène. Mais quand tu disais ce métier, c'était chanteuse ou c'était un métier artistique? Chanteuse. Je faisais de la danse, mais alors ça a toujours été chanteuse. Mais il me fallait déjà de la musique bébé pour m'endormir. Donc voilà, c'était... Et ta sœur? Ma sœur, alors elle a toujours aimé chanter, mais il n'y avait pas eu la période des karaokés, tout ça, pour faire de la scène, vraiment savoir si on aimait ça ou pas. Donc à son époque, voilà. C'est ta grande sœur, tu disais. Ah oui, elle a 14 ans de plus que moi. Ah oui. C'est ma grande sœur. Vous n'êtes pas vraiment grandi avec elle, alors, du coup? Alors, pour moi, ça a été une deuxième maman. Quand j'étais petite, c'était vraiment une deuxième maman. En plus, elle était en école d'auxiliaire de puériculture. Oui, donc elle s'entraînait sur moi. C'était OK, ça devait pas être désagréable. Non. Donc c'est pour ça que tu dis enfance aimante, quoi. Oui, non, j'ai vraiment eu une enfance heureuse, des parents toujours présents. Après, chacun dans leur domaine. Maman, elle était très... attention, à l'école, il faut bien travailler. Et papa, c'était le manager. C'est lui qui me trouvait toutes les scènes. C'est lui qui développait ta passion. Voilà, c'est ça. Après, maman a toujours suivi. Elle a toujours été là. Mais elle voulait du sérieux. Elle voulait quand même que j'ai quelque chose à côté, ouais. Et t'as ta grande sœur qui s'entraîne sur toi? Elle avait 18 ans, donc elle était quand même... voilà, quand j'ai commencé, elle avait 18 ans, donc... enfin, même un peu plus, donc... C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Magali Vaé, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, et à demain. Tout de suite, c'est Meilleur de School TV avec le Zap. Le consentement qui est revenu beaucoup dans l'actualité, notamment à l'occasion de MeToo. Il y a eu aussi le livre de Vanessa Springora, justement intitulé le consentement. Ça a l'air tout simple. On se dit que ça renvoie au fait d'être d'accord ou pas d'accord. Ce que vous montrez, c'est qu'il y a 1000 façons de consentir ou de ne pas consentir. Alors, c'est vrai que c'est une ambition de mon travail que d'essayer de montrer que les choses sont un petit peu plus compliquées que ce qu'elles peuvent donner comme impression de prime abord, puisqu'on a tendance à ramener le débat sur le consentement à une opposition consentement, pas de consentement, voilà. Alors qu'il y a une gradation, un certain nombre de nuances entre les deux, qui me paraît important d'apporter, parce que je crois aussi que derrière, il y a la question de la souffrance qui se joue. En réalité, de la souffrance de quelqu'un à qui l'on dirait ce n'est pas un consentement, alors que lui aurait l'intime conviction d'avoir consenti. Et donc c'est ce décalage-là qui m'intéressait de travailler et d'explorer. Le sens du consentement qui, dites-vous, n'est pas homogène, qui ne signifie pas tout à fait la même chose également selon la branche du droit qui est prise en considération, parce que en droit civil, c'est pas comme en droit pénal, c'est pas comme en droit constitutionnel, ça a plein d'acceptions. Tout à fait. En réalité, les branches du droit ont connu un certain mouvement, on pourrait dire, d'autonomisation, qui ont abouti à ce que chacun, préoccupé par des logiques propres à ces matières, il façonne un concept de consentement qui réponde à ces objectifs-là, mais qui soit, de ce point de vue-là, non tenu par la façon dont il fonctionne dans d'autres branches du droit. Autrement dit, ce qui fait le bonheur des étudiants en droit. Voilà, ils ont le même mot, mais ils sont obligés de comprendre que ce n'est pas la même chose. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pour moi vraiment un enjeu important, c'est de dire qu'il n'y a pas un concept de consentement, mais plusieurs concepts de consentement. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. En insertion ou pas? Oui. En insertion à School TV. Exactement. C'est quoi un EPID? Alors, EPID, vous l'avez dit, établissement pour l'insertion dans l'emploi. Donc, c'est un établissement public administratif placé sous la triple tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et des ministères de la Défense et de la Ville. L'EPID a été créé en 2005. Alors, sa principale mission, c'est d'accompagner les jeunes en difficulté dans l'insertion professionnelle. Alors, il existe 20 centres EPID répartis dans toute la France. Il en existe un, par exemple, à Lyon, un à Strasbourg, ou encore un à Marseille. Vous pouvez retrouver la carte des centres EPID sur leur site epid.fr. Ouais, c'est assez impressionnant cette carte parce qu'au final, on se rend compte que, et on va se rendre compte que c'est très efficace, mais qu'il y en a très peu. EPID, je vais le répéter parce que effectivement, ça gagne à être connu, établissement pour insertion dans l'emploi. Qui peut y candidater ? Alors, les centres EPID s'adressent aux jeunes. Il faut avoir entre 17 et 25 ans, être de nationalité française ou en situation régulière depuis plus d'un an avec l'autorisation de travailler, être sans emploi, être sans qualification et sans titre professionnel. Alors, il faut avoir au maximum un niveau CAP ou BEP et il faut avoir
effectuer ou effectuer prochainement la journée défense et citoyenneté. Quelle est l'offre de ces EPID pour les jeunes? Alors le principal objectif de l'EPID, c'est de permettre aux jeunes en difficulté et les plus éloignés de l'emploi de s'inscrire de façon durable dans le monde du travail et dans la société pour qu'ils deviennent acteurs de leur avenir. Donc pour cela, l'EPID propose un programme intensif pendant environ 8 mois. Donc les jeunes sont en internat du lundi au vendredi. Ils sont accompagnés par un adulte. Un conseiller en insertion professionnelle est également présent pour les aider à faire des choix d'orientation, de métier, de stage ou encore de formation. Les jeunes vont suivre des ateliers adaptés à leur niveau et aux métiers qui les intéressent. L'EPID propose également une préparation au permis de conduire, des activités culturelles et sportives, et il est également disponible un hébergement pour le week-end. Alors il concerne uniquement les jeunes majeurs qui se trouvent sans domicile fixe ou avec de grandes difficultés d'hébergement. Est-ce que les jeunes comme Kéran ici en plateau, les jeunes volontaires sont rémunérés pendant cette phase de formation? Exactement, alors la formation est gratuite, l'hébergement et la restauration sont gratuits et les jeunes perçoivent une allocation de 520 € par mois. Et les centres EPID n'ont jamais été aussi pleins. Alors c'est vrai, l'établissement public pour l'insertion dans l'emploi a augmenté d'un tiers le nombre de jeunes en difficulté en 3 ans. En 2022, les centres ont accueilli 4250 jeunes contre un tiers de moins en 2019. Alors selon la directrice générale de l'EPID, Florence Gérard-Chalet, le taux d'occupation au premier trimestre 2023 est de 94%. Alors la rémunération de 520 € par mois et la possibilité d'un hébergement le week-end ont rendu l'offre plus attractive, mais surtout plus accessible aux jeunes en situation de précarité. Merci Rina. Aujourd'hui, on parle beaucoup de justice algorithmique, on parle énormément aussi de justice prédictive. C'est un droit finalement hérité de la technologie qui commence à faire planer un air de Black Mirror sur les professions juridiques. C'est vraiment le cas, Amandine? Il faut s'interroger, ça c'est certain, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Après, je pense qu'il faut également relativiser. C'est vrai que l'intelligence artificielle interroge et il faut qu'on puisse avancer sur ces thèmes-là et surtout repenser le métier de juriste. Mais après, le droit des personnes reste d'actualité. Moi, je m'interroge, l'intelligence artificielle devant une cour d'assises, est-ce que c'est bien possible? Quand l'intime conviction est le point de départ du raisonnement et d'une condamnation, il ne faut pas non plus mettre tout dans le même panier. Je pense qu'il faut... Chaque matière est spécifique. Oui, l'intelligence artificielle nous interroge, mais il existe beaucoup d'autres matières dans lesquelles il n'y a pas d'impact majeur. Je pense au droit de la famille, je pense au droit pénal, je pense au droit des étrangers, au droit du travail. Donc oui, la technologie va peut-être modifier la manière de faire, mais il faut quand même relativiser. Et je ne crois pas que le métier d'avocat disparaîtra. Moi, aujourd'hui, quand je reçois des clients à mon cabinet, bien sûr, ils viennent chercher une solution juridique, mais ils viennent surtout chercher un réconfort, de pouvoir avoir une personne réelle, on en parlait tout à l'heure, pouvoir échanger, pouvoir se confier également. Donc oui, la solution juridique, c'est important, mais ce n'est pas exclusivement ce que l'on vient chercher lorsqu'on franchit les pas d'un cabinet d'avocats. Je pense que l'humain est fondamental et je ne pense pas que ça soit la fin du métier d'avocat ni la fin des professions juridiques. Je pense que c'est un outil formidable qu'on pourra avoir en cabinet et en direction juridique, mais je ne crois pas que ça soit la fin du métier de juriste ou d'avocat. On va sauver des escargots. Mais oui, on va sauver des escargots parce que c'est une espèce menacée. Et j'étais loin de me douter d'ailleurs qu'il existait une variété aussi importante d'escargots. Vous brûlez d'envie de savoir qu'en France, il y a 421 espèces de limaces et d'escargots. Tout le monde sait ça. Mais bien sûr. 421. Vous le soupçonniez? À peu près. À quelques unités près. Oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir comment on les sauve alors? Je veux bien, parce que d'abord j'ignorais qu'ils étaient menacés. Enfin, sauf par quelques en Bourgogne, avec un bon petit beurre persillé. Enfin. Pardon. Alors voilà. Donc les scientifiques, justement, ont lancé une opération escargot. Le but, c'est de pouvoir observer comment ils évoluent dans un environnement spécifique. Alors ce qui est super, c'est que vous pouvez le faire avec vos enfants. Et si vous êtes prof, pourquoi pas adopter un ou plusieurs escargots dans la classe? Figurez-vous que moi qui suis assidûment ce qui se passe sur TikTok pour vous le présenter ici, il y a une jeune femme qui cartonne en ce moment parce qu'elle a adopté 2 gigantesques escargots. Ouh là là, je vois que ça vous
Voilà, et elle cartonne avec ses vidéos sur TikTok. Bref, pour non, mais c'est le geste que vous faites avec, je ne sais pas si on vous a vu, deux gigants comme ça. C'est vrai qu'ils sont gigantesques, ils sont sur sa main comme ça, c'est fou. Wow. Elle les trouve très très mignons, c'est son animal de compagnie. Baveux, mais donc pour participer à pour sauver les escargots, il faut créer un abri et observer ces escargots. Et après un mois, les photographier et envoyer les résultats. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur cubs.fr, QUBS.fr. Faites une bonne action, sauvez les escargots. Mais pas de problème, Emma, super récré pour les escargots. C'est quoi la journée type dans un arbre? Il y a une journée type? Oui. Ouais. Alors la journée type, c'est qu'on se réveille à 6h du matin. Après 6h du matin, on va au réfectoire. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui se lavent avant d'aller au réfectoire pour manger. Ouais. Soit tu te laves après le réfectoire. Quand tu as fini de manger, après tu nettoies ta chambre. Quand on nettoie notre chambre, on a le rassemblement en bas. Rendez-vous 7h50 en bas. Après, on fait le marché au pas. Après, on va en dessous des drapeaux. Et après, il y a la direction qui vient nous dire qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Par exemple, aussi, s'il y a eu des problèmes via l'établissement, elle nous le dit aussi. D'accord. On nous explique tout le déroulement de la journée, ce qui va se passer. Après, ça dépend de quel jour aussi. Parce qu'il y a des jours qui changent aussi, mais sinon, c'est à peu près ça. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et pour revoir les émissions, évidemment, c'est schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Mani Pezetch. Au son, Saïd Mamou. Maquillage, Colline Hamel. À la rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Et évidemment, le grand, l'immense Guillaume Ouattara. Et son, dernier. Kwakoubé. Et non, maintenant je vais passer à yoyoter de la touffe. On a un peu yoyoté aujourd'hui. Oui, c'était pas mal yoyoter de la touffe, j'ai aimé. Il y en avait d'autres expressions pas mal aussi sur la pomme, non? Se sucer la pomme. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous propose de réviser ces expressions dans le temps.